5 ans d'immersion sur les pas de la crime bruxelloise, Mourir la nuit, un récit à la croisée du journalisme et de l'enquête policière. Anne-Cécile Huard, bonjour. Bonjour. Donc nous recevons une auteure, oui, mais une journaliste avant tout. Je ne le fais jamais, mais là je vais me permettre de lire la 4e de couverture parce que je crois que c'est un très très beau résumé. Un matin de février, 2 corps mutilés sont découverts à Bruxelles, celui d'un SDF dans un parking, puis celui d'un nanti dans son appartement. La commissaire Natacha Bartel arrive sur les lieux. À ses côtés, une journaliste autorisée à couvrir les 2 enquêtes. Cela sonne comme un polar, sauf que tout est vrai. Anne-Cécile Huard livre le récit de 5 années de reportage sur les pas de la crime. Alors vous êtes donc journaliste avant d'être romancière. Médor, Le Soir, Le Vif, Moustique pour les pages qui connaissent déjà votre plume. Celui qui ne connaissait pas encore cette plume, eh bien c'est l'amateur de polar. Alors ici, on découvre un récit digne des plus grands romans noirs. Et pourtant, Anne-Cécile Huard, tout est vrai. Oui, voilà, donc ma démarche est vraiment journalistique. Je présente ce livre un peu comme un documentaire. Donc tout est vrai, tout est basé sur des faits réels. Après, il y a une narration, il y a une mise en scène du réel qui fait que, j'espère, ça se lit comme un roman, effectivement. Eh bien, précisément, cette narration est très surprenante. On y est peu habitué ici en Belgique. C'est une narration qui mêle écriture si agréable qu'on poursuit tout au long de l'ouvrage, alors que c'est vrai qu'une écriture vraiment journalistique à proprement parler, c'est une écriture pour un article de quelques pages, mais peut-être pas pour 500. Donc vous nous emmenez dans un univers où il y a quand même une dimension très pédagogique, puisque vous nous apprenez ce qu'est la crime, vous nous apprenez ce qu'est un enquêteur, vous nous apprenez la collaboration entre la police, l'enquête, le juge d'instruction, enfin tous ces mondes qui cohabitent. Et puis il y a une chose aussi qui m'a surprise et qui vous a surprise aussi, c'est un suspect qu'on a identifié 2 jours après les faits, 2 jours plus ou moins. Et ça vous a surpris. Pourquoi vous attendiez à ce que ce soit vraiment des longues enquêtes de longue haleine? Voilà, donc en fait, je ne savais pas quelle affaire j'allais suivre. J'ai eu, au bout de 2 ans de négociations avec les autorités policières de la police fédérale, j'ai eu l'autorisation de suivre un peu tout ce qui se passait pendant 6 mois, donc de novembre 2013 à avril 2014. Et donc j'ai commencé à passer un maximum de temps en fait dans les bureaux de la police pour me faire accepter, ce qui n'était pas spécialement... On y reviendra aussi, voilà, sur toutes les démarches. Ce qui n'était pas spécialement facile. Et puis il y a eu cette affaire, une première affaire, donc le SDF qu'on a découvert près de la place Roger. Marek Adamski et voilà. Jefté van der Hoeven qui meurent le même soir. Et finalement, c'est cette affaire que vous allez suivre. Voilà, je ne devais suivre qu'une affaire. Et puis finalement, j'ai choisi de suivre les 2, puisque c'était de plonger dans 2 univers différents. Je trouvais ça intéressant de voir comment ces 2 types d'affaires allaient être traités. Alors voilà. vous ne faites pas que suivre l'affaire à proprement parler, vous n'êtes pas qu'un fantôme ou l'ombre des policiers, puisqu'à un certain moment, vous décidez vous-même d'aller voir des personnes qui pourraient être intéressantes pour la façon dont vous allez nous conter l'histoire. Je pense notamment à la sœur de l'une des victimes que vous décidez d'aller rencontrer. Ça, c'est une démarche journalistique. Oui, voilà, je pense que c'était essentiel. Je ne pouvais pas être là, être présent aux côtés des enquêteurs et quelque part m'immerger aussi dans la vie de cette victime, dans la vie de Jefté. Il y a quelque chose de très intrusif. Et donc, pour moi, c'était essentiel d'avoir l'accord de la personne dont il était le plus proche, à savoir sa sœur. Il y a une question évidemment que je me pose, mais que je la poserai. Enfin, je la pose déjà maintenant, mais on va avoir la réponse tout à l'heure parce qu'il ne faudrait pas perdre les téléspectateurs dans cette histoire. Mais c'est vrai qu'à certains moments, on se demande où est la limite entre la romancière qui veut s'approprier l'histoire, qui a envie que les choses se mettent bien entre guillemets pour que le conte soit agréable à entendre, à écouter, à suivre, et puis la journaliste qui veut amener un maximum de détails, qui veut expliciter les choses de façon aussi pédagogique, je le disais. C'est vrai que c'est un équilibre qu'il faut trouver. Voilà, il y a plusieurs pense niveau de lecture, il y a les 2 affaires, les intrigues, même si c'est vrai qu'on découvre assez rapidement les suspects, on les identifie rapidement, on les arrête assez rapidement. C'est vrai que quelque part, je dis, zut déjà. Mais en fait, non, il y a tellement d'autres choses derrière les faits eux-mêmes, il y a tellement de choses à dire.
Donc il y a les deux histoires en parallèle, les deux instructions. Il y a la description de l'univers policier, de qui sont ces enquêteurs. Ils font un travail de l'ombre en fait, parce que 95% des affaires criminelles ne font pas du tout la une de l'actualité, comme ces deux affaires-là. C'est la première chose que je me suis dite, le premier constat. Je me suis dit, il se passe tout ça à Bruxelles. On n'en a évidemment aucune idée. Parfois, on entend des centres de police pour stupéfiants, parce que ça sont encore les affaires qu'on entend pas mal dans les médias. Mais par contre, pour aller chercher, perquisitionner un appartement d'un SDF, enfin là, en l'occurrence, c'est pas l'appartement du SDF, mais l'appartement d'une des deux victimes. Voilà, on se rend compte que c'est comme dans les films, et pourtant, vous rappelez à plusieurs reprises, ce n'est pas exactement comme dans les films. Je retiens notamment l'une de vos phrases. Leur bureau ne ressemble en rien au décor high-tech des séries américaines du genre Les Experts et autres NCIS. Les locaux sont exigus, un peu vieillots, mais le matériel est à la pointe de la technologie. Donc, vous aussi, vous vous attendiez à découvrir tout cet univers des experts qu'on s'imagine. Oui, enfin, là, c'était le labo, en fait, qui analyse les traces ADN. Et c'était des bureaux qui sont... Je pense que maintenant, c'est plus ces personnes-là, ces bureaux-là qui analysent l'ADN dans les affaires criminelles. Mais là, on m'expliquait effectivement, c'est attenant à l'hôpital Saint-Luc, parce qu'au départ, on analysait l'ADN pour des maladies génétiques. Et tout d'un coup, ça a été transposé aux affaires criminelles. Mais c'est assez récent, dans les années 90. Et oui, c'était des petits bureaux avec une dame toute gentille qui nous reçoit avec des chocolats. Donc, oui, rien à voir. Parmi les apprentissages, effectivement, qu'il y a dans cet ouvrage, c'est cette fameuse façon dont l'ADN, finalement, est devenu une vraie piste pour les enquêteurs, et ce n'a pas été toujours le cas. On revient peut-être sur cette première question. Qu'est-ce qui vous a donné l'envie de vous immerger dans ce milieu très particulier qui est le milieu de la justice, vraiment de façon extrêmement large? Mais en fait, je me suis toujours intéressée aux faits divers, aux affaires du judiciaire. Enfin, voilà, je ne sais pas pourquoi. Voilà, ça m'intéresse de savoir, au-delà des faits, comment on en est arrivé là. C'est pas l'aspect glauque ou qui m'intéresse vraiment. Ce sont vraiment des histoires de vie. Comment on devient un auteur, un meurtrier, comment on devient une victime, qu'est-ce qu'il y a là derrière. Et finalement, ça peut arriver à tout le monde quelque part. Et donc, voilà, et je voulais vraiment ressentir une instruction en direct quelque part, une affaire. Parce qu'en général, on assiste à des procès, ou on lit des chroniques dans les journaux, ou on regarde des polars, et donc il y a déjà quelque part une histoire qui est préécrite. Et là, je voulais la vivre de l'intérieur. Voilà, c'est ça. Qu'est-ce qui vous a le plus surpris dans cet univers? C'est le fait que quand il y a une affaire, quand on est dedans, en fait, elle nous englobe complètement, en fait, on y pense tout le temps. Pourtant, vous aviez toujours vos piges à côté. Pour les différents médias que j'ai cités. Voilà, j'avais ma vie effectivement à côté. Et encore maintenant, je veux dire, c'est quelque chose qui vraiment nous englobe complètement. Et les enquêteurs ressentent ça aussi très fort. Et le fait de travailler en équipe, ça soude aussi. Et donc, on a souvent une image négative. Enfin, beaucoup de personnes ont des images négatives de la police voilà, dans les manifestations. Et effectivement, il y a des choses qui ne vont pas, il y a des dérives, mais il y a aussi beaucoup d'humanité et ce travail justement de long, parce que la crime c'est maigret, c'est pas les experts, c'est pas les stupes, c'est pas le terrorisme. Là, on découvre encore, et puis il y a toute la recherche. Donc il y a un rythme qui est beaucoup plus lent, et on est fort dans le psychologique, dans l'humain. On parle toujours effectivement des scènes d'action, mais en fait un des éléments essentiels dans les affaires criminelles, dans les instructions, ce sont les auditions. Et ça, c'est tout le côté psychologique, humain. Et ça, effectivement, elles sont extrêmement bien étayées dans cet ouvrage. Ce qu'on voit aussi, c'est ce côté dont vous parlez, c'est ce côté humain, parfois presque intrusif, que quand on doit suivre la mort d'un individu. La première fois que vous pénétrez dans l'appartement de ce fameux Jefté van der Hoeven, qui vient de mourir de façon tout à fait sanguinolente, et vous découvrez son appartement. Et là, vous vous sentez très proche de cette personne qui est morte, que vous ne connaissez pas. C'est un aspect qu'on n'a jamais abordé, enfin jamais, je vais jamais dire jamais, mais que moi je n'ai jamais vu dans les films, dans les romans policiers, ce questionnement, cette position d'une personne qui pénètre dans un appartement et qui se dit waouh, maintenant j'ai accès à l'univers très personnel d'une personne qui est décédée. Oui, c'était très particulier parce que j'avais vu sur photo les images de la scène. Donc là, j'ai pas été
le jour même quand ils ont découvert la victime. Donc c'était quelques jours après, c'était pour vraiment relever, une fois que le labo, il y avait, enfin, toutes les analyses scientifiques avaient été réalisées. Et donc là, c'est effectivement l'équipe d'enquêteurs qui se partagent les différentes pièces et qui analysent vraiment tout méticuleusement. Alors oui, c'est très très, je me sentais pas très à l'aise parce que oui, j'ai découvert, je ne connaissais pas Jephté, je ne l'ai jamais connu vivant, mais j'ai quand même l'impression de le connaître a posteriori et je crois que j'aurais bien aimé le rencontrer. Oui, c'est un peu surprenant. Comment vous avez fait pour trouver votre place dans cette toile d'araignée composée de tellement de profils, tellement de statuts, tellement de précautions aussi? Vous êtes la journaliste qui s'est greffée à ce microcosme. Il a fallu du temps. Beaucoup de temps finalement, parce que entre le moment où j'ai eu cette fameuse autorisation, donc entre le mois de novembre et ces affaires que j'ai suivies, donc le 3 février, il y a eu 3 mois, où là j'ai vraiment passé un maximum de temps, mais j'étais un peu comme une stagiaire, mais qui avait rien à faire, donc je vais m'incruster, essayer de discuter. Vous pouviez enregistrer, noter, photographier? Non, non, pas du tout. Donc j'étais avec mon carnet et je posais un maximum de questions pour comprendre qui était quel était le boulot. Alors il y a eu plusieurs affaires entre-temps, mais rien de... Voilà, qui n'aurait pas pu servir de base à un livre, je pense. Vous évoquez ce livre, c'était une idée inhérente à cette demande d'intégrer ce microcosme qu'est la police, les enquêteurs, la crime, ou c'est venu après parce qu'il y avait tellement de matière? En fait, j'avais d'abord fait un article en 2010 qui est paru dans Moustique. C'est plus un article d'ambiance sur 3-4 pages, mais j'avais quand même déjà passé quelques mois avec la DR6, donc la crime. Et au terme de... Quand l'article a été publié, Jean-Michel Lemoine, le chef de la crime, m'a dit bon, ben, on attend la suite. Et en fait, je l'ai pris au mot. Je me suis dit, bah oui, j'ai vraiment envie de donc après plusieurs mois, c'était pas encore tout à fait une idée tangible que d'en sortir un ouvrage. J'avais vraiment envie de suivre une affaire, vraiment de la découverte du corps au procès d'assises pour ressentir vraiment l'instruction. Voilà, vraiment le boulot en lui-même, en fait. L'écho donc de vos amis, de vos proches, des journalistes, des lecteurs, est-il suffisamment élogieux par rapport à ce qui constitue véritablement une innovation, un ouvrage inédit, c'est-à-dire que c'est un documentaire. On a vraiment peu de documentaires romancés, enfin je ne sais même pas comment l'expliciter, on dit de la littérature du réel. En Belgique, on est très peu habitué à ça surprend, c'est une écriture qui sort un peu de l'ordinaire, je le disais, hein, entre journalisme et roman. Et on se retrouve avec voilà, un livre pédagogique sur comment fonctionne la police en Belgique. Est-ce qu'on se rend compte de ça? Est-ce que l'Écho s'est rendu compte de cela? Ça, je ne sais pas. En tout cas, j'ai beaucoup de réactions positives. Et puis, alors, il y a certains qui sont effectivement surpris par ce côté hybride. On n'est pas habitué effectivement à ça. Mais je pense que par rapport à mes proches, moi, ça fait 5 ans que je leur en parle. Oui, vous devez l'attendre celui-là, surtout si vous dites que vous êtes vraiment bien enfermé dans ce secteur. Voilà, et j'étais contente qu'ils puissent se rendre compte. Et puis la semaine passée, on a organisé une présentation et il y avait les différents protagonistes, et ça c'était vraiment très intéressant parce que tout le monde était là et tout le monde a pu réaliser que bah oui, c'est vraiment la réalité, ce sont des vrais gens, je vais dire. Et je suis vraiment contente d'avoir rencontré Pierre de Meulenard, donc le responsable de Onlit, parce qu'il a pris le risque. Il y a beaucoup d'éditeurs que j'ai contactés qui n'ont pas osé parce que voilà. Parce que c'est trop hybride. Parce que ils ne connaissent pas, en fait, c'est la littérature du réel, c'est un genre qui est plus anglo-saxon, aussi en France, avec par exemple Florence Aubenas, qui est aussi journaliste et qui écrit sur le réel, mais en Belgique, il y a pas, quoi. Mais donc, c'est pas trop... Ou alors c'est des romans inspirés de faits réels, voilà. Ou des essais. Et donc on ne sait pas trop dans quel rayon le ranger. Donc, mais ici, je dois dire que c'est même un genre encore différent, parce qu'effectivement, il y a Dans la peau d'un maton, il y a Le quai de Ouistreham de Florence Aubenas, mais c'est chaque fois vraiment le point de vue du journaliste qui vit, c'est raconter ce qu'on est en train de vivre. Et ici, il y a une dimension supplémentaire qui est véritablement cette dimension pédagogique. Quelque chose qu'on va vous expliquer, eh bien vous l'expliquez dans le roman également. Donc,
C'est encore plus pluridimensionnel, si je puis me permettre. En tout cas, moi, je convie sincèrement le téléspectateur à se lancer dans cet univers très particulier qu'est la justice belge, et plus particulièrement ici bruxelloise. J'ai encore une dernière question. On parle des ormeaux et de la passerelle pour ces deux grands cas que vous allez suivre, ces deux grands, on dit quoi d'ailleurs en fait, deux grands procès, des deux grandes affaires, donc deux personnes qui sont mortes le même soir dans des conditions extrêmement difficiles. Les ormeaux, la passerelle, on parle de l'équipe 3, de l'enquête, de la crime, enfin c'est quand même des termes qui font penser à ce qu'on voit à la télé. Ça c'est... Quel était votre rapport à ce jargon ? Est-ce que c'est un jargon qui veut sublimer un peu ce milieu-là ou c'est nécessaire sur le terrain ? Je ne sais pas, mais en tout cas, la passerelle et les ormeaux, donc ce sont des noms de code, on va dire, qu'on donne aux affaires. C'est le nom du dossier qui apparaît sur le dossier. Alors les ormeaux, c'est parce que l'appartement de GFT Van der Hoeven était situé à Uccle, avenue de Messidor, dans une résidence, dans un immeuble qui s'appelait les Ormeaux. Parce que c'était le long de la rue des Ormeaux, perpendiculaire. Et on ne peut pas dire l'affaire Van der Hoeven. On ne peut jamais dire le nom. Pourquoi pas, mais alors parfois c'est des noms qui... Il y avait une affaire où il y avait une personne qui avait été défenestrée et le dossier s'appelait Fly. Donc parfois il y a un peu d'humour, mais se permettre quelques écarts. Oui, et donc passerelle simplement parce que le SDF a été découvert sur une passerelle à l'entrée d'un parking. Dernière question, Anne-Cécile Huard. Après 5 ans, vous sortez de ce dossier, vous clôturez cette immersion. Comment vous vous êtes sentie ? Mais je me revois en fait en 2012-2013 envoyer des emails de demande d'autorisation au parquet, à la police et je me dis, est-ce que je vais y arriver ? Pendant presque 2 ans, j'avais pas de réponse. Enfin, on me disait pas non. Autant qu'on me disait pas non, moi je continuais. 2 ans, non. Et puis c'était toujours beaucoup d'incertitudes. Est-ce que je vais me faire accepter ? Est-ce que je vais avoir une affaire qui va être assez intéressante ? Est-ce que elle va pouvoir être clôturée ? Parce que parfois les suspects disparaissent dans la nature, à l'étranger. Donc c'était chaque fois, est-ce qu'on va m'accepter du côté donc des parties civiles ? Donc c'était chaque fois beaucoup d'incertitudes. Et effectivement, d'avoir maintenant le livre imprimé et en librairie, oui, ça fait plaisir. Et puis je pense beaucoup aussi aux victimes et aux proches parce que pour elles, l'histoire continue. Et voilà, je les remercie vraiment de m'avoir fait confiance. Aujourd'hui, vous posez un regard fier, bienveillant sur ce travail de 5 ans ? Oh ben j'espère, oui, j'espère, et j'espère qu'il va être bien reçu. En tout cas, c'était au-delà de tout ça, c'était vraiment une belle aventure humaine et j'ai rencontré plein de gens extraordinaires. Et... Vous allez réitérer l'aventure ? Peut-être pas au sein de la crime, mais un autre organisme ? C'était trop prenant. Pour le moment, une chose à la fois, oui. On verra bien. Moi, j'ai plein d'autres projets, effectivement, sur le feu. Mais... Eh bien, pour l'instant, vous en parlez. On espère que vous en parlerez encore un petit temps. Mourir la nuit, premier ouvrage d'Anne-Cécile Huard. Un ouvrage de l'ordre de la littérature du réel, un genre que l'on connaît peu en Belgique. Tout est vrai dans ce roman, mais alors on ne peut pas appeler ça un roman. C'est pas un roman, c'est un récit. Un récit, voilà. Un récit conté merveilleusement par Anne-Cécile Huard. Merci à vous, vous étiez notre première invitée culturelle de cet après-midi. Merci à vous. Et vous le savez, l'invité culturel se poursuit. Alors on ferme la case police et on ouvre la case folklore Gatsby le Magnifique. À tout de suite. Je crois que c'est bon. Top. Merci beaucoup.